Et si la vérité à l'Est était bien plus terrifiante qu'on ne l'imagine? Sous la surface des communiqués triomphants, un effondrement radical se joue. Ce n'est plus une suite de revers, mais la perte complète de contrôle sur le front. Une désintégration qui ne laisse aucune place au doute. Pour beaucoup, cela rappelle l'effondrement soudain de l'armée française en 1940. Tout semblait sous contrôle, puis la réalité s'est imposée brutalement, balayant les illusions en quelques semaines. Les autorités gardent un silence glacial. Pourquoi? Parce que la réalité est devenue trop effrayante pour être admise, même par ceux qui sont censés la maîtriser. Ce mutisme en dit plus qu'un millier de discours et trahit une situation hors de tout contrôle. Rappelons-nous la catastrophe de Tchernobyl. Le silence officiel n'a fait qu'aggraver la crise, laissant la population sans repère, et la panique s'est propagée plus vite que la vérité. La communication de crise, lorsqu'elle est absente ou mensongère, prépare toujours le terrain à une désorganisation profonde. De la ligne de front au capital, la panique s'infiltre partout. Ordres contradictoires, rumeurs, perte totale de repères, c'est l'incertitude qui règne du sommet aux soldats, installant un climat d'effondrement général. Imaginez un instant, des commandements qui s'annulent, des soldats recevant des instructions opposées toutes les heures, des chefs qui hésitent à prendre des initiatives par peur d'être désavoués. C'est ainsi que les grandes armées de l'histoire, comme celle de Rome à la veille de sa chute, se sont effondrées sans livrer de grandes batailles décisives. En Baltique, la panique n'est plus un murmure, mais une évidence. La société s'organise, non pour éviter l'invasion, mais pour l'affronter comme une fatalité. Les abris poussent, les entraînements militaires se multiplient, et les enfants apprennent déjà à manier des drones. La peur devient méthode. À Vilnius, par exemple, la mairie a récemment lancé un programme d'abris souterrains en partenariat avec des écoles. Dans les rues de Riga, des associations distribuent des kits de survie aux familles, pendant que les médias locaux publient quotidiennement des conseils pour réagir à une attaque aérienne. Les mouvements massifs de troupes, les évacuations précipitées d'état-major, les colonnes de blindés vers l'ouest, tout indique un repli sans précédent. Ce ne sont plus de simples retraits tactiques, mais les premiers signes d'une fuite incontrôlable. Chaque convoi, chaque décision précipitée accentue la sensation d'effondrement. Souvenez-vous de la débâcle afghane de 2021. Ce ne sont pas les combats, mais la désorganisation soudaine et la panique des évacuations qui ont marqué les esprits et précipité la chute du gouvernement. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est risquer la perte, non seulement de ressources et de temps, mais aussi de la capacité à anticiper les menaces pour notre propre sécurité. Croire à une version édulcorée, c'est se condamner à être submergé par la brutalité du réel. C'est le syndrome du Titanic. Ignorer les signaux faibles, refuser de ralentir et finir par heurter l'iceberg en pleine vitesse. Pour comprendre l'ampleur de ce désastre, il faut oser regarder derrière la façade, plonger dans les détails du contexte et affronter ce qui se prépare derrière le rideau de la propagande. Par exemple, lors de la crise des missiles à Cuba, ce sont les informations déclassifiées des années après qui ont révélé l'ampleur du péril. L'histoire nous enseigne que la vérité la plus dangereuse est souvent celle que l'on refuse de voir à temps. Mais l'effondrement militaire n'est qu'une partie du tableau. Car, derrière la panique visible, un autre danger se dessine. La dépendance technologique fatale qui paralyse tout espoir de reprise. Cette dépendance, c'est le talon d'Achille des armées modernes. Songez à la guerre du Golfe. Dès que le GPS américain fut brouillé, des unités entières se sont retrouvées désorientées au milieu du désert. Ce que nul graphique, nul communiqué ne dévoile vraiment, l'effritement intérieur d'un système bâti sur le déni. À l'est, à Kupiansk comme à Liman, il ne s'agit plus de simples revers. Chaque recul sonne l'alarme. La structure ne tient plus qu'à un fil, prête à céder sous la moindre pression. Un ancien général, interrogé sous couvert d'anonymat, avoue « Nous avons perdu l'initiative. Chaque jour de plus, c'est un pas vers l'inconnu. » À tous les échelons, la vérité se heurte à un mur. Le mensonge est devenu la règle, chacun rapportant ce que son supérieur veut entendre, tandis que la réalité du terrain disparaît dans une brume de rapports falsifiés. Cette mécanique du mensonge rappelle l'Union soviétique à la veille de sa chute,
quand les rapports sur les récoltes ou la production industrielle étaient systématiquement gonflés pour satisfaire la hiérarchie, jusqu'à ce que le système s'effondre sur lui-même. Dans ce brouillard, la première victime, c'est la vérité elle-même. Ici, la communication n'est plus un outil de commandement, c'est une arme retournée contre sa propre armée. Quand la fiction supplante les faits, l'adaptation devient impossible et la stratégie vacille. Les soldats sur le terrain, privés de données fiables, se retrouvent livrés à eux-mêmes. Des scènes similaires se sont produites lors de la guerre du Vietnam. Des informations tronquées circulaient du bas vers le haut, empêchant toute correction efficace de la stratégie. Désormais, le système militaire voisin ne combat plus avec ses propres moyens, mais avec ce que l'Occident lui fournit. L'aide étrangère, omniprésente mais discrète, nourrit chaque action. Satellites, réseaux numériques, renseignements importés. Cette technologie protège et enferme à la fois, telle une armure devenue prison. Pour illustrer, lors du conflit du Haut-Karabakh, l'entrée des drones turcs a bouleversé la donne, mais a aussi créé une dépendance dont l'Azerbaïdjan ne s'est pas encore libéré. Derrière la ligne de front, la société balte vit sous tension permanente. Les plus jeunes sont mobilisés, formés aux drones et à la surveillance. Les écoles deviennent des centres de préparation, les abris anti-bombes, des chantiers prioritaires. La mobilisation n'est plus un mot, c'est un mode de vie imposé par la peur. Dans les campagnes, les agriculteurs s'entraînent à évacuer leurs troupeaux en urgence, pendant qu'en ville, les comités de quartier organisent des veillées d'alerte. Ce climat installe une confusion toxique. Où finit l'information? Où commence la propagande? Quand cette frontière disparaît, tout le monde devient captif d'une illusion collective. L'aveuglement s'étend du sommet à la base, piégeant toute la société dans la paralysie. Au Chili, pendant les années de dictature, la population se méfiait de tout, l'information devenant systématiquement suspecte. Cela a laissé des séquelles profondes dans la psyché collective. Mais la crise ne s'arrête pas là. Derrière ces effondrements visibles, un autre danger rôde. La dépendance technologique creuse une faille fatale dans la souveraineté même de l'État. Les réseaux de communication, les infrastructures numériques, tout est sous contrôle extérieur. Cela rappelle la Crimée en 2014. La coupure soudaine des communications a permis une prise de contrôle sans combat majeur. Une armée aveugle, un état-major paralysé. Tout tient soudain à une connexion Wi-Fi lointaine. Cette dépendance technologique, pensée comme une force, devient en quelques secondes un piège mortel. Imaginez, une cyberattaque ciblée coupe l'accès aux serveurs principaux et en une nuit, l'armée perd la capacité d'ordonner une simple rotation de patrouille. Sur la ligne de front, tout commence par une panne noire. Dès que l'accès aux satellites occidentaux saute, le système de commandement s'effondre. Les cartes disparaissent, la logistique chancelle et la chaîne de décision se brise. Une armée moderne privée de son réseau numérique n'a plus ni yeux ni oreilles. Elle se retrouve sans bras ni jambes. Chaque soldat devient une cible isolée, vulnérable. On l'a vu en Syrie, le brouillage électronique a neutralisé des unités entières, les forçant à se replier en urgence. Les conséquences sont immédiates. Privés de directives, les officiers hésitent, les conscrits lâchent leurs armes. On a vu ces derniers jours des commandants de bataillon se rendre sans combattre, incapables d'agir sans consigne extérieure. L'initiative locale s'évapore, la confiance s'effondre. Lors de la guerre de Corée, la même paralysie a provoqué des pertes majeures, faute de relais autonomes sur le terrain. Prenons un exemple, ce missile fameux qui a traversé la défense anti-aérienne sans résistance. Pourquoi? Parce que l'alerte dépendait d'un signal satellitaire. Dès que le lien a sauté, la défense s'est éteinte. Une seule attaque bien placée met à nu la fragilité d'un système trop dépendant d'autorisations venues d'ailleurs. Les soldats sur le terrain, privés de signaux, n'ont pu que constater les dégâts. L'idée de bâtir une autonomie technologique refait surface, mais se heurte à un mur. La réalité, c'est qu'aucune capacité industrielle ou financière ne permet de rattraper en quelques mois, ou même en quelques années, ce que l'Occident a mis plusieurs décennies à bâtir. La Chine, par exemple, a mis plus de 20 ans à développer ses propres réseaux GPS. L'Europe, avec Galileo, a rencontré des retards massifs et des surcoûts. Pire,
Chaque frappe, chaque mouvement tactique doit être validé à distance. Le commandement local, vidé de substance, attend un feu vert lointain. La souveraineté n'est plus qu'une façade, qui s'effrite à chaque nouvelle crise. En 2023, lors d'un exercice OTAN, un simple bug logiciel a retardé l'envoi d'ordres essentiels de plusieurs heures. Le risque est existentiel. Quand un État perd le contrôle de ses réseaux, il abdique sa liberté stratégique et son identité. Le sort de ses soldats et citoyens se décide ailleurs, selon d'autres intérêts. Le cas du Kosovo en 1999 est éloquent. La perte de contrôle des communications a précipité la capitulation. Voilà la paralysie systémique. La technologie n'est plus un outil, c'est une laisse. Et ce piège ne menace pas seulement ceux qui sont déjà pris dedans. Il interroge l'avenir de tous les États qui s'en remettent à une dépendance confortable. La question se pose aussi pour l'Europe. Serons-nous toujours maîtres de nos infrastructures numériques ou finirons-nous otages de brevets étrangers? Pourtant, la technologie n'est qu'un des deux piliers de cet effondrement. L'autre, plus insidieux, touche à la perception collective et à la psychologie d'une société plongée dans l'incertitude. Les traumatismes collectifs, comme ceux vécus par les populations de l'ancienne Yougoslavie, montrent que la peur structurante peut transformer des générations entières. Voyons maintenant comment cette crise informationnelle et technologique recompose les imaginaires, les émotions et le lien social au cœur du conflit. Car la guerre moderne se joue aussi dans les esprits. Les psychologues militaires parlent de guerre cognitive. Influencer ce que la population croit, c'est déjà gagner la moitié du combat. Et si la vraie contagion n'était pas militaire, mais psychologique et institutionnelle? Dans toute la Baltique, la peur s'est infiltrée dans les lois et les habitudes. Les abris se multiplient, les écoles installent des bacs à bombes, et l'apprentissage du pilotage de drones commence dès l'enfance. L'angoisse devient le fil conducteur de la vie quotidienne. Des parents racontent que leurs enfants font des cauchemars de bombardement et que les jeux dans la cour d'école imitent l'entraînement militaire. Ce qui n'était qu'exception devient la norme. Les jeunes diplômés partent en masse, incapables d'imaginer un futur sans peur. La suspicion gagne chaque quartier. La confiance, lentement, se délite. En Lettonie, les statistiques montrent une augmentation des demandes de passeports pour l'étranger, signe d'une perte de confiance dans la stabilité nationale. Les budgets publics se détournent vers la défense civile. Chaque mois, de nouveaux exercices, des équipements onéreux, mais rien ne dissipe la sensation d'être en sursis. La société se replie, piégée dans une logique de survie collective. À Tallinn, le centre-ville a vu s'ouvrir 6 nouveaux bunkers en une seule année, mobilisant des fonds qui auraient pu servir à l'éducation ou la santé. À l'ouest, la solidarité vacille. Les dépenses s'envolent, les aides diminuent, et même les scénarios les plus favorables parlent de plusieurs décennies d'efforts et de montants colossaux à mobiliser. Toute l'énergie s'engloutit dans l'adaptation, laissant peu de place à l'espoir ou à l'innovation. En Allemagne, le débat sur le coût du soutien à l'Est divise la société, certains estimant que l'effort est devenu insoutenable. Peu à peu, la société se réorganise autour de la peur, guettant l'arrivée d'un prochain conflit. La cohésion nationale s'effrite. Chacun sacrifie une part de son avenir à la préparation d'une guerre qui ne vient jamais. On observe un phénomène similaire en Israël, où la préparation permanente à la guerre a fini par modeler la structure même de la société. À force de se préparer sans fin, on condamne une génération à l'instabilité et à l'angoisse. Les cicatrices de cette mutation resteront visibles bien au-delà des frontières et des combats. Les jeunes, confrontés à un avenir incertain, hésitent à fonder une famille, à entreprendre, à investir dans leur pays. Mais cette métamorphose ne se limite pas à la sphère civile. Au cœur de la crise, c'est tout le système de commandement et d'information qui se fissure. Les décideurs, eux-mêmes pris dans la spirale de la peur, hésitent à prendre des risques ou à innover. Peut-on réellement briser cette impasse ou sommes-nous voués à vivre sous la coupe de puissances technologiques et psychologiques? Cette interrogation n'est pas théorique. Elle façonne déjà le sort de nations entières. La Grèce de l'entre-deux-guerres, paralysée par la peur d'un nouveau conflit, a sombré dans l'instabilité politique durable. Aucune armée, aucune nation ne survit sans détenir la maîtrise de ses communications,
et de ses flux d'informations. Dès lors que cette souveraineté est cédée à des intérêts extérieurs, la cohésion interne s'effrite. Cela ne tarde pas à miner la réactivité, puis à éroder la capacité d'agir face à la crise. L'histoire contemporaine l'illustre clairement. La dépendance technologique promet la force, mais ne livre que la vulnérabilité. L'exemple du Venezuela, qui a perdu l'accès à certains systèmes numériques étrangers lors de la crise de 2019, est frappant. La seule défense qui tienne, c'est la lucidité partagée. Refuser les récits flatteurs, même s'ils offrent un répit, devient une question de survie collective. Plus une société se berce d'illusions, plus la chute qui s'ensuit est brutale. Les Allemands de l'Est, en 1989, ont vu leur monde s'écrouler en quelques semaines lorsque la vérité a percé le mur du mensonge officiel. L'exemple balte, où l'on militarise l'éducation, dévoile les risques d'un tel engrenage. Habituer la jeunesse au spectre du conflit, c'est façonner des générations à craindre l'avenir plutôt qu'à l'inventer. On ne revient pas de ce chemin. La peur s'incruste, la panique devient réflexe. La société russe, depuis les années 90, peine encore à sortir d'une mentalité obsidionale née de décennies de menaces et de propagande. Pourtant, investir dans la résilience ne signifie pas distribuer à tout va des guides de survie ou multiplier les fortifications. Il s'agit d'encourager une société à raisonner froidement, même au milieu du tumulte. Se préparer, oui. Céder à l'hystérie, jamais. Les pays nordiques, comme la Finlande, misent sur l'éducation à l'esprit critique et la formation à la gestion des crises, plutôt que sur la peur. Chacun porte la charge de s'informer, de confronter les sources, de douter des versions officielles et médiatiques. S'en remettre au confort d'une vérité unique, c'est sacrifier son autonomie intellectuelle. Rompre ce cercle, c'est retrouver une part de liberté. Les mouvements citoyens, qui organisent des débats publics et analysent collectivement la situation, montrent la voie vers une société plus résiliente. Ignorer ces avertissements, c'est accepter pour son pays la dépendance chronique et la paranoïa sécuritaire. Les conséquences dépassent de loin la sphère militaire. Elles menacent nos ressources, notre stabilité et la capacité même de choisir notre futur. L'URSS, paralysée par la peur des menaces extérieures, n'a pas vu venir l'asphyxie de son propre système. Mais une question demeure. Comment retrouver ce contrôle perdu, alors que la pression extérieure s'intensifie? Les prochaines heures pourraient bien sceller le sort d'une génération entière. Les exemples historiques de la reconstruction du Japon après 1945 à la transition démocratique en Europe centrale montrent que la sortie de la crise passe par la réappropriation de l'information et la restauration de la confiance. Le moment est venu de lever le voile. Serez-vous de ceux qui exigent la vérité ou de ceux qui sombrent dans la panique? Jamais cette question n'a été aussi brûlante. À l'Est, la frontière se fissure. Au Nord, la Baltique s'enferme dans une peur devenue institution. Dans ce monde saturé d'illusions numériques et de flux d'informations filtrées, la lucidité n'est plus un luxe. Elle est votre unique rempart. Distinguer le réel du simulacre n'est plus un simple jeu intellectuel. C'est une question de survie. Votre sécurité, vos choix, la stabilité même de la société en dépendent. Pour chaque citoyen, il existe des gestes simples. Vérifier l'origine des informations, s'abonner à plusieurs sources, débattre sans peur de déplaire, refuser le prêt-à-penser. Ceux qui avalent les récits prémâchés risquent de sombrer dans une réalité truquée. Chaque erreur de jugement se paie cher, en vies humaines, en ressources, en confiance collective. La souveraineté se dissout, insidieusement, dans le confort des histoires officielles. L'histoire, de la Pologne du XVIIIe siècle à la Tchécoslovaquie de 1968, regorge de cas où l'aveuglement collectif a ouvert la porte à la catastrophe. Avez-vous vécu ou vu comment un État devient l'otage de technologies étrangères? Partagez votre ressenti. Comment réagit-on quand la souveraineté s'effrite sous la pression de systèmes venus d'ailleurs? Avez-vous perçu cette spirale de panique, ce glissement silencieux vers l'impuissance? Dites-le dans les commentaires. Connaître les signes avant-coureurs, c'est déjà résister. Ici, rien n'est anodin. Chaque silence des autorités, chaque manipulation médiatique,
Chaque dépendance technique assemble le puzzle de l'effondrement. Fermez les yeux, c'est déjà capituler. Osez questionner les soi-disant faits. L'histoire montre que le mensonge, même armé de puissance, finit toujours par s'écrouler. La France, après la débâcle de 1940, n'a retrouvé sa force qu'en acceptant de faire face à la vérité la plus dure. Restez vigilants, ensemble. Refusez la panique imposée d'en haut. Échangez, confrontez vos analyses, brisez le cercle du prêt-à-penser. C'est dans la pluralité des voix et l'audace du doute que naît la résilience d'une société consciente. Les Islandais, lors de la crise bancaire de 2008, ont su faire front en débattant publiquement et en exigeant des comptes, prouvant qu'une collectivité lucide peut surmonter les pires tempêtes. Votre capacité à regarder derrière les écrans décidera de votre sécurité et de celle de ceux que vous aimez. Alors, choisirez-vous la lucidité ou la peur? Partagez vos histoires, vos doutes, vos signaux faibles. La discussion ne fait que commencer. Ensemble, révélons les vérités cachées derrière les rideaux de fumée. Et souvenez-vous, c'est en restant éveillé, en refusant la facilité du mensonge, que l'on construit un avenir digne de confiance.